Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 34e, imaginez 34e chapitre du rapport Boivin, 9e de la deuxième saison. Et c'est l'édition du 16 novembre 2017. Et oui, déjà la mi-novembre. Et quand vous allez nous entendre, on va être rendu le 20 novembre, dans la semaine du 20 novembre. On fait une revue de ce qui s'est passé jusqu'au 16 novembre. Bienvenue aux téléspectateurs de la TVC Basse-Lièvre, de ma TV. Merci d'être là, fidèles au poste à toutes les semaines et pendant une de nos 30 quelques diffusions par semaine. Je fais des blagues, là, mais en tout cas. Ceci étant, aujourd'hui, 16 novembre, alors qu'on enregistre l'émission en après-midi, c'est la journée, vous le saviez probablement pas, moi non plus, je l'ai appris par hasard, c'est la journée internationale de la tolérance. Et c'est la journée où le Canada célèbre la richesse, parce qu'une journée internationale de quelque chose à tous les jours en passant, là, c'est amusant, de la pizza, aller au bas de laine, aller à n'importe quoi, mais celle-ci, je trouvais qu'elle était importante. Alors, on célèbre la richesse de la diversité des cultures, des formes d'expression, et j'aime ça, cette expression-là, et des manières d'être humains. Puis ça m'amène à vous parler d'un petit organisme. D'habitude, je ne fais pas ça, mais là, ça me tente, parce qu'on parle tellement de choses dégueulasses, plus souvent qu'autrement, c'est ça l'actualité. Il y a un centre qui s'appelle l'Arche Agapès. C'est quoi l'Arche Agapès? Ça avait été créé par Jean Vanier. Et ils travaillent beaucoup avec les gens qui ont des déficiences intellectuelles. Et ils organisent 2 concerts bénéfices, puis ça a attiré mon attention. D'une part, parce que ça me rappelait des souvenirs. Mon ami Roger Blanchette, puis il va se retrouver là. Lui et moi, on avait fait une émission un moment donné avec la directrice Laurence Landormy à ma TV, dans les locaux de ma TV à Hall, et on avait fait ça à la chandelle. Vous demanderez à Roger, si vous le croisez un jour, là, de vous conter l'histoire en arrière de ça, mais je n'ai pas le temps de tout vous la conter. Mais qu'il suffise de dire que Laurence m'a contacté. Vous pouvez aussi la contacter au 819-770-2000, poste 103, 770-2000, poste 103. Comme je disais, 2 concerts bénéfices. Le premier, le 24 novembre, à 19h, c'est à la Ferme Moore, 670 boulevard Taché à Gatineau. Et le 25 novembre 2017, évidemment, à 19h, à l'église Notre-Dame de l'Île, au 115 boulevard Sacré-Cœur. C'est musique populaire et festive. Mais c'est la pianiste Marie-France Lefebvre. C'est qui Marie-France Lefebvre? C'est une pianiste et chef de chant au Metropolitan Opera de New York. C'est pas rien, là. C'est pas... Puis j'ai rien contre les karaokés. J'adore, en passant, aller chanter à des compétitions de karaoké. Pas le temps, mais j'aime ça pareil. Puis j'aime surtout aller entendre les gens. Mais elle travaille aussi au San Francisco Opera. Elle est surtout la sœur de Sylvie, qui est une résidente à l'Arche depuis près de 10 ans. Alors, bravo pour le travail qu'ils font, puis ça me tentait de le souligner parce que ça n'en vaut vraiment la peine. Si vous entendez un petit clic tout le temps de l'émission, c'est mes mots à 10 boutons, il faudrait que je les enlève. Ceci étant, quelque chose qui est peut-être un peu moins réjouissant, c'est la perception, malgré que ça me semble réaliste, c'est la perception que les Canadiens ont sur la question de l'immigration. Alors, il y a un sondage qui a été pris à travers le monde, pas juste au Canada, mais je vais vous donner surtout les chiffres importants au Canada. Entre autres, on nous dit que 40% des Canadiens croient que l'immigration transforme le pays d'une façon qui ne plaît pas. 38% disent que il y a un apport positif à l'immigration et 30% non positif. 50% croient que l'immigration met une pression sur nos services publics, santé, éducation, etc. 52% croient que parmi les réfugiés, ça m'a frappé, 52% qui croient que parmi les réfugiés, il y a définitivement un certain nombre de terroristes. Et il y a seulement, parce qu'on a toujours dit que le Canada, avec Justin Trudeau en tête, on n'aurait probablement pas eu ces résultats sous le gouvernement Harper, mais qu'avec un Justin Trudeau, je m'attendais à des statistiques beaucoup plus d'ouverture. Alors, c'est peut-être un signal envoyé à nos dirigeants de faire attention ou de peut-être mieux informer, parce que je ne dis pas que ces chiffres-là ont du bon sens, puis qu'on devrait tous penser qu'ils mettent une pression, alors qu'au niveau de l'immigration, la plupart des gens qui viennent essaient de se trouver où ils viennent
viennent pour se trouver un emploi, veulent travailler, et il y en a qui font même jusqu'à 2-3 emplois. Mais n'empêche, avec un Justin Trudeau, je m'attendais à des chiffres peut-être un petit peu plus genre Sunny Ways, beau sourire, la vie est belle, peace and love. Et seulement 3 pays, il y a 3 pays qui sont plus ouverts que le Canada, surprenant. Les Saoudiens, imaginez les Saoudiens, les Indiens et les Britanniques. En tout cas, alors ça me tentait de vous partager ces statistiques parce que ça démontre qu'il n'y a pas qu'au Québec. Parce que de ce temps-ci, on a l'impression qu'on se fait tout le temps traiter de méchants racistes. Alors, ça montre qu'il y a certains inconforts dans la population canadienne dans son ensemble et dans un tel contexte, ben il faudrait peut-être que nos gouvernements portent une attention particulière à ces perceptions. Parce que souvent, ce sont des perceptions et ce n'est pas nécessairement la réalité. Du côté de Québec, il y a eu des dossiers absolument incroyables cette semaine. Il y a eu un autre coulage à l'UPAC. Tout le monde s'est fait fort de regarder la page, la une du Journal de Montréal où on montrait les soirées bénéfices du temps de Jean Charest avec le grand argentier du Parti libéral du Québec, Marc Bibeau, alors qu'il y avait eu un paquet de ministres invités avec bien des dirigeants d'entreprises d'ingénierie, des ingénieurs et autres. Après ça, on se demande pourquoi il y a eu toutes sortes d'histoires qui se sont passées dans ce domaine-là, qui a conduit à la commission Charbonneau, qui a conduit à l'enquête menée par l'UPAC, l'enquête qu'on appelle mâchurée. Et moi, c'est pas ça qui m'a frappé. C'est pas du tout la question des petits fours, puis des sushis, puis ces choses-là. C'est de voir le nombre d'appels directs au bureau du premier ministre de l'époque, Jean Charest, ou encore à certains dirigeants de ministères, de gros ministères qui pouvaient avoir de l'influence. C'est quand tu vois l'impact de cet individu-là, Marc Bibeau, qu'on peut comprendre l'ampleur de toute l'enquête de l'UPAC. Mais moi, ce que ça m'a dit, surtout, c'est que, encore du coulage, il va-tu en avoir à chaque semaine comme ça, il y a quelqu'un qui est en train, puis il faut que ça vienne de l'intérieur de l'enquête à l'UPAC. Est-ce que ça va nuire au futur procès criminel qu'il y aura dans les dossiers? Ça reste à voir, on s'en est déjà parlé, mais n'empêche que c'est un dossier qui est en continuelle évolution. Un autre individu de la même époque qui s'appelle Marc Bruno a été retrouvé mort justement en date d'aujourd'hui quand on enregistre le 16 novembre. Ça serait une overdose de fentanyl. C'est un peu particulier. Les informateurs semblent dire qu'il était sous l'œil de l'UPAC, il aurait peut-être été un témoin ou en tout cas à tout le moins rencontré pour voir ce qui se passait, mais ça reste à voir. Et aussi, il y a eu la fameuse décision du président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, parce que vous vous souviendrez, quand il y a eu l'arrestation de Guy Ouellette, il avait fait un gros discours d'accuser ou bien de libérer, en tout cas, je ne me rappelle plus de sa phrase classique, là, mais peu importe, il était outré de l'attitude de l'UPAC envers le député Guy Ouellette. L'UPAC avait fait une conférence de presse et là, il y avait eu des questions qui avaient été posées par le chef, le leader en chambre de M. Bérubé, de l'opposition officielle, le Parti québécois. Il y avait plusieurs questions qui étaient posées. Qu'est-ce qui était protégé par le privilège parlementaire qui est alloué aux parlementaires? Enfin bref. Alors aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, a rendu une décision. Moi, je vais vous dire, je vais la relire et probablement la relire et la relire parce que j'ai eu l'impression que l'éléphant a accouché un peu d'une souris. Oui, il dit qu'il y a un privilège parlementaire, on le savait tous, mais ça comprend quoi exactement? On n'a pas le droit de toucher aux équipements électroniques de la même façon qu'on ne peut pas prendre un dossier qui ne touche que, par exemple, les commettants d'un député. Je veux bien croire, encore une fois, double DA, mais dans ce contexte-là, ça ne nous dit pas que tu ne peux pas jamais prendre, toi UPAC, toi corps policier, un cellulaire qui appartient à un député. Ce qu'on dit, c'est que ce qui est sous le couvert du privilège, c'est ce qui est réellement affecté au travail de parlementaire. Alors, ça va se retrouver devant les tribunaux. Il y aura des discussions probablement avec le président de l'Assemblée. La police va dire, regardez, ça c'est admissible, ça ne l'est pas. En tout cas, on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais je m'attendais à une décision peut-être un petit peu plus musclée, compte tenu du discours qu'il avait fait en Chambre la journée où Guy Ouellette, le lendemain,
de l'arrestation ou de la journée où Guy Ouellet s'en venait à l'Assemblée nationale pour s'adresser à ses collègues de l'Assemblée nationale. Puis j'ai pas eu cette impression. Oui, il a ramené à la surface certains concepts importants et chers à une démocratie. On n'est pas un État policier. Le corps policier, ce n'est pas la démocratie composée de l'exécutif, du législatif, du judiciaire, puis de la police. Non, la police aide l'exécutif à accomplir son travail. Il y a des décisions qui sont prises, on s'assure qu'elles sont suivies, ces décisions-là, qu'on agit dans la légalité, et c'est à ça que ça sert un corps policier. Par contre, l'UPAC a été mis sur pied par le législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, pour enquêter sur la façon de traiter dans les dossiers publics, y compris le financement des partis politiques, comme le Parti libéral. Il y a des allégués à suivre. Enfin bref, c'est ça qui est ça. Le cannabis, quand je vous dis que c'était une semaine occupée, il y a la ministre, Mme Charlebois, Lucie de son prénom, qui a déposé finalement le fameux projet de loi sur le cannabis. Vous allez être surpris, ceux qui pensaient qu'on aurait le droit de fumer, vu que c'est plus criminel à partir de l'année prochaine, 1er juillet. Oui, le Québec aimerait ça avoir un petit peu plus de délai pour pouvoir mettre en application les modalités de fonctionnement dans le dossier du cannabis. Ça a l'air que Ottawa, c'est non. Ils veulent vraiment qu'on célèbre ça le 1er juillet 2018. Ceci étant, ils ont accouché, cette fois-ci, d'un projet de loi qui a une 50aine de pages, pas un petit projet de loi, et qui touche à tout. Qui va se charger de vendre, de la façon que ça va fonctionner. Alors, on crée une nouvelle société sous l'égide de la Société des alcools du Québec, soumis à l'Assemblée nationale. Et la plus grosse surprise, je saurai y revenir dans les prochaines émissions, mais la grosse surprise, c'est qu'on va donner les mêmes droits pour fumer le pot que le fumage de cigarettes, soit les règles de 9 mètres d'un édifice, sauf édifice public comme éducation, santé, etc. Alors ça va faire jaser parce qu'il y a bien des gens qui sont pas capables d'endurer 100 heures de cigarettes. Attendez de les voir quand ils vont sentir les odeurs de pot, parce qu'on aura le droit d'aller au resto, prendre une petite sortie, aller fumer son pot, les restaurateurs vont être contents, on va avoir les munchies, ça va manger pas à peu près. Enfin bref, ce qui me fascine sur le dossier du pot aussi, puis avant la pause, je vais finir là-dessus, c'est deux nouveaux individus impliqués dans des dossiers de compagnie qui touchent au pot. L'ancien ministre des anciens combattants, Fantino, mais surtout ancien chef de police à Toronto, du temps d'Harper, parce qu'il était ministre sous Harper, a décrié la légalisation du pot, comme vous ne pouvez pas savoir. J'étais là, moi, à la Chambre des communes. Ce gars-là, c'était le pot. Maintenant, il est rendu directeur exécutif d'une firme qui va diriger les gens sur où aller acheter du pot. Comme hypocrite, il faut le faire. Hein? On fait une pause, on revient. Je m'appelle André Borin, j'ai 30 ans. Je viens du Brésil, je travaille comme professeur de yoga. Mes clients parlent français, donc en fait, j'ai besoin de communiquer avec mes amis. Je travaille à l'université, je parle français, puis j'adore la langue. Un message d'Impératif français. Encore tu sais? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Je m'appelle Hamed, je viens d'Iran. Dans la communauté, être mieux accepté si je sais comment de parler en français. Pour Québec, c'est très bon. Si je peux parler en français très bien. Un message d'Impératif français. De retour à l'émission Rapport Boivin, édition du 16 novembre 2017. Pour terminer sur les dossiers qui proviennent de Québec, il y a la question du conflit des ingénieurs de l'État. La seule chose que je voulais dire là-dessus, ce qui s'est passé cette semaine, qui pour moi se termine le 16 novembre, c'est les menaces
à peine voilée, même pas voilée, d'une loi de retour forçant le retour au travail des ingénieurs de l'État qui ont été présentées, qui a été discutée par le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcan, et le ministre des Transports, notre député du coin, dans le coin d'Elmer, André Fortin, qui est ministre des Transports, comme je l'ai dit, et ils sont venus dire s'il n'y a pas une entente qui intervient entre le gouvernement et ses ingénieurs de l'État, ben c'est bien de valeur, on va vous forcer à revenir au travail. Et là, il y a eu une conférence de presse, encore une fois en date d'aujourd'hui, 16 novembre, où M. Marc-André Martin, qui est président de l'Association du syndicat des ingénieurs de l'État, s'est dit outré de l'attitude du gouvernement du Québec pour la simple et bonne raison qu'ils avaient déjà décidé, puis sont en négociation, puis négocier avec une espèce de gun sur la tête par le gouvernement, ça fait assez cheap, merci, parce que ce qu'ils disaient, eux autres, c'est que les ingénieurs de l'État étaient de bonne foi, avaient accepté de mettre leurs moyens de pression et grève de côté jusqu'au printemps pour continuer les négociations. Mais on joue beaucoup sur le fait que la population, puis surtout dans le coin de Montréal, s'il y en a qui sont allés se promener dans ce coin-là, il y a des chantiers partout, et là, il y avait des questions qui circulaient, puis des rumeurs qui circulaient, que plusieurs chantiers, avec plein de comptes, puis on sait ça, nous autres aussi en Outaouais, même si ça n'intéresse pas toujours au Québec, là, combien de fois on a vu des comptes sur la 50, des voies bloquées pas à peu près, à différents endroits, puis pas un chat qui travaille sur la route. Combien de fois je l'entends, celle-là, vous ne pouvez pas savoir combien. Chaque fois que je croise des gens, vous m'en parlez. Alors, c'est certainement très bon au niveau politique d'arriver puis de dire on ne vous laissera pas en plan, monsieur, madame, qui circulez sur nos routes ou nos autoroutes. On va forcer ces méchants ingénieurs de l'État à travailler, puis à travailler de soirée aussi, puis en tout cas, peu importe. Alors, le ton monte. En négociation, ça vaut 0. Par ailleurs, rapidement, sur la question de forcer le retour au travail, travail essentiel. Si la STO, ce n'est pas du travail essentiel, un chauffeur d'autobus, j'ai bien de la misère à voir comment une autoroute puis une route l'est. Même si ça dérange notre vie profondément, et moi, la première, j'ai horreur d'être pognée sur une route, puis surtout quand il n'y a personne qui travaille dessus. Mais je suis capable, avec les compétences que j'ai en droit du travail, je me pose la question à savoir, il n'y a rien de ça. Pourquoi forcer un retour au travail? Est-ce que c'est pas contraire au droit à la libre association et à la libre négociation qui a été reconnu par la Cour suprême du Canada? C'est pour ça que je dis que c'est un peu un petit coup politique là, pour se donner bonne gueule du côté du gouvernement Couillard. Et d'ailleurs, Marc-André Martin, le président de l'association, l'a dit très clairement, d'après lui, après la semaine de merde que le gouvernement Couillard avait eue avec l'histoire, encore une fois, des dessous de l'UPAC, avec Marc Bibeau, le grand argentier, et à peu près tout ce qui est ministre actuel ou est ancien, avait été dans ces soirées-là, y compris même le président. À la rigueur, il y a peut-être personne qui s'en est rendu compte, mais il y avait aussi un certain Jacques Chagnon, maintenant président de l'Assemblée nationale. Alors, quand il se prononce sur des questions de privilèges parlementaires, mais que tu t'es retrouvé aux soirées de M. Bibeau, il y a peut-être des gens qui vont commencer à dire certaines choses, peu importe. Alors, c'est le point de Marc-André Martin, président de l'Association des ingénieurs, de dire que c'est de la diversion du gouvernement Couillard, que cette histoire avec ces ingénieurs, parce que pas de péril en la demeure, les ingénieurs ont mis de côté les moyens de pression, la grève. Alors, c'est juste pour que le monde change la toune puis se dise « Ah, il n'est pas si pire que ça, le gouvernement Couillard, enfin, les gens seront-ils dupes? À suivre. » Ça aussi, c'est un dossier à suivre. Du côté de la ville de Gatineau, c'était un beau moment. On vous a parlé beaucoup les dernières semaines de la campagne électorale un peu partout en Outaouais. Mais cette semaine, c'était un beau moment à la ville de Gatineau. C'était l'assermentation des 18 conseillers, conseillères et du maire. La semaine prochaine, ça va être, vous allez en entendre parler, on va certainement y revenir. Ça va être la question de tous les comités, formation des comités, commissions. Le maire va suggérer qui il aimerait voir, par exemple, à son comité exécutif. Ça va prendre 4 autres personnes autres que lui. J'espère son comité exécutif va être représentatif de toute la ville, de tous les secteurs de la ville. L'Est,
l'Ouest, Elmer, le conseil précédent, il n'y avait pas de représentants de certains secteurs. Alors, il faudra s'assurer d'un juste équilibre. Je pense aussi qu'il devra s'équilibrer autour de hommes-femmes. Il y a la ville de Sherbrooke où le maire a nommé que des femmes à son comité exécutif. J'ai trouvé ça intéressant. Et il y a suffisamment de femmes de qualité dans son conseil à M. Penneau-Jobin pour faire la même chose, mais ça restera à voir. Ça sera intéressant, même s'il n'y a personne d'Action Gatineau du côté d'Elmer, il devra nommer, d'après moi, quelqu'un du côté des indépendants ou indépendantes, pour la simple et bonne raison que plusieurs décisions importantes qui touchent Elmer, par exemple, on pense au train léger, est-ce qu'on prolonge le Rapibus, ça va prendre quelqu'un de ce coin-là pour parler au nom des citoyens, parce que je répète aux conseillers, c'est pas parce que vous êtes assermentés maintenant que votre campagne électorale est terminée, que maintenant vous représentez l'administration municipale. Non, non, vous nous représentez, nous, citoyens. Alors, rappelez-vous de ça. Chaque jour que vous travaillez, vous êtes là pour le citoyen. Pas pour brasser de la merde tout le temps, puis juste faire rien. Non, non, mais vraiment pour faire avancer les dossiers de vos concitoyens, qu'en préanalyse, avec les règlements, la réglementation en vigueur, vous réalisez qu'ils ont raison ou que c'est un dossier qui mérite d'aller de l'avant et de regarder des fois plus loin que votre bout de nez ou le nombril. Et je pense que ça fera un excellent conseil. Il y a eu des petits jeux, là, on a entendu des gens brasser un peu, mais ça sera intéressant de voir. On a parlé de la STO. Encore une fois, André Fortin, ministre des Transports, c'était une belle annonce qu'on a entendue pendant le week-end dernier, alors qu'il annonçait que la STO pourrait parler directement au ministère des Transports du Québec, serait à la grande table, si on veut. Il y a déjà Montréal et Québec qui fonctionnent comme ça. On a tendu la main à Gatineau, à la STO, pour qu'on puisse faire avancer les dossiers, des dossiers d'importance, pour qu'ils avancent plus rapidement. On sait que le député Greg Fergus, qui travaille bien fort pour un train léger dans l'Ouest, du côté d'Elmer, on sait qu'il y a de la grosse argent au niveau, notre argent en passant, pas l'argent du fédéral, l'argent des contribuables canadiens qui mettent, et de partout au Canada, là, pas que nous autres au Québec, qui mettent de la grosse argent qui va aller dans une banque d'infrastructures qui commence l'année prochaine, en 2018, qui va être installée à Toronto, puis à travers ça, on va commencer dans des gros projets. Bien, il faut qu'on puisse aller chercher notre part du gâteau. Alors, je pense que le ministre Fortin a eu la bonne attitude. Il faut qu'on accélère les processus d'adoption de ces gros projets. Accélérer ne veut pas dire tourner les coins ronds, embaucher des gens tout croche que dans 5 ans, 10 ans d'ici, on va apprendre qu'il y a eu toutes sortes de conneries, puis on va se retrouver comme une commission Charbonneau, puis on retourne, puis on a l'impression de continuellement recommencer. Enfin bref. On a su aussi que les sinistrés pourraient, finalement, il y a eu la décision du ministère de la Sécurité publique, pourront se reconstruire seulement dans certains secteurs. Les gens du fer à cheval ici, dans le coin de Masson, ne seront pas très heureux de la situation parce qu'ils ne sont pas concernés par les rues visées. Ça grogne pareil parce que ce n'est pas évident. Les règles pour se reconstruire, ça ne sera pas reconstruire comme avant. Il y a des règles précises parce qu'on s'en va dans des zones inondables. Et tu as les gens qui sont à l'extérieur de ces zones-là, qui sont tannés que ce soit le payeur de taxes qui est pogné à payer pour que des gens bénéficient d'être devant un cours d'eau. Avec un risque, et que ce risque-là, on apprenne que si ça se fait encore une fois réinonder, en autant qu'il s'était construit conformément à la réglementation, le gouvernement va réindemniser. Alors, à un moment donné, il faudra peut-être regarder à toute cette question-là. Est-ce que, pour le bénéfice, c'est le fun d'être devant un beau cours d'eau, j'en conviens, là, mais d'un autre côté, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sécuritaire? C'est peut-être des questions qu'on devra se poser. À Elmer, ils ont eu un problème, imaginez, des hydrocarbures dans l'eau, fuite, est-ce que c'est une fuite de gaz, une fuite de pétrole? Enfin bref, c'était assez compliqué. Alors, pauvre Audrey Bureau, qui en même temps s'est retrouvée dans le droit comme grande entrevue de mon ami Denis Gratton, mais en même temps s'est retrouvée sur la sellette comme conseillère du district qui a été touché par l'avis de ne pas
ni boire, ni toucher. Imaginez, les gens ne pouvaient même pas se brosser les dents, ne pouvaient même pas se doucher ou quoi que ce soit. Alors, branle-bas de combat, il faudra aller voir à la source ce qui s'est passé, parce que moi, ça m'inquiète prodigieusement de savoir qu'il y a eu des versements d'hydrocarbures ou que je ne sais pas comment ça s'est produit. Alors, on aura sûrement plus d'informations, mais gardez un œil là-dessus attentivement. Les primes d'indemnité de départ, ça fait jaser à Montréal parce que des gens, imaginez, un gars comme Bergeron, qui était le chef de Projet Montréal, le parti de Valérie Plante, qui, lui, n'a pas réussi à se faire élire à la dernière élection en 2013, mais ils ont un système de colistier. Alors, même s'il avait perdu l'élection contre Denis Coderre, a pu prendre le siège de son colistier, donc il est devenu conseiller municipal. Et il a switché de bord. Il a fait une vraie girouette de lui-même et il s'est, en plein cours de mandat, après s'être fait élire sous la bannière Projet Montréal, s'est en allé au parti de Denis Coderre. Là, il perd son élection, encore une fois, et il se retrouve, après avoir fait 4 ans comme conseiller municipal, à recevoir quand même une grosse indemnité. Lui, puis plein d'autres, là, des maires d'arrondissement, etc. Alors, on parle de grosses indemnités. Ouvrez vos 2 oreilles, vos yeux, vous allez sûrement, si vous n'entendez pas parler, ça s'en vient. Il y en aura ici à Ville-de-Gatineau aussi, dans tous les conseils municipaux, mais surtout dans les grandes villes. On parle de 3 mois par année de service à titre d'allocation de transition. 3 mois par année de service. Imaginez, maximum 12 mois. Alors, ça veut dire qu'une personne qui a fait 4 ans comme conseiller municipal ou maire a le droit à son année complète en allocation de transition, plus une indemnité de départ qui est fixée à 2 semaines par année de service, maximum de 52 semaines. Il faut le faire. On a entendu parler du système de paye Phoenix. Le syndicat des professionnels de la fonction publique veulent qu'on scrape tout ça, qu'on reprenne ça à zéro. C'est tentant maudit parce que la ministre Carla Qualtrough a même parlé que ça nous coûterait peut-être jusqu'à 1 milliard. Imaginez, alors que ça devait nous en sauver à peu près 70 millions par année. Bravo. Encore un autre dossier. Ça vous rappelle-tu le registre des armes à feu, ça? Enfin, bref. Et je ne peux pas finir sans finir avec la phrase, mais la phrase de la semaine. Je la mets là, à la même place que notre ami Manon Massé de Québec solidaire, vous vous rappellerez, du pogo le moins dégelé de la boîte, non, de la boîte, ou de la boîte, je ne me rappelle plus comment elle l'avait dit, mais ça prend certainement pas le pogo le moins dégelé ou le plus dégelé de la boîte. Et c'est Jean Chrétien. Jean Chrétien, on s'en ennuie des fois, mais pas pour les bonnes raisons. Mais la phrase de la semaine, c'est la suivante. On l'interrogeait sur sa vision du projet de loi, pas du projet de loi, mais de la loi 62 concernant les visages découverts, services publics et autres. Et il ne voulait pas trop s'en mêler en belle-mère et il a dit la chose suivante. Écoutez, fait qu'on sait à quelle enseigne il loge. On avait des sœurs qui avaient des cornettes à 3 étages et puis on aimait bien ça, puis personne ne nous écœurer. Alors, c'est sa conclusion sur 62. On dit plus rien, voix 20.